la guerre en Ukraine, le plus grand conflit européen du XXIe siècle, le retour de la guerre entre États en Europe. Autant de noms à poser ces jours-ci dans les médias sur cette guerre d'invasion russe qui se poursuit sur le territoire ukrainien et aussi sur le terrain informationnel qui n'est pas le moins féroce. On va en parler pendant 1 heure et demie grâce à nos invités que je vous présenterai, puis avec vous, le public, ensuite. Mais d'abord, je laisse quelques minutes à Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, et CAC, le président de Cartooning for Peace. À vous la parole. Merci. Merci à vous tous d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation dans cette salle qui s'appelle la salle Anna Politkovskaya, comme un clin d'œil tragique à l'histoire. Il y a un an, il y aura un an demain, la Russie se rendait coupable de crimes d'agression envers l'Ukraine et puis s'en est suivi une liste ininterrompue d'atrocités. Ce sont des bombardements indiscriminés, des bombardements délibérés de zones résidentielles ou d'infrastructures civiles. Ce sont l'utilisation de bombes à sous-munitions. Ce sont des exécutions de civils, la torture, le viol. Ce sont aussi parfois les déplacements forcés de populations, dont des mineurs qui ont été enlevés et envoyés dans les orphelinats en Russie ou qui ont été adoptés de force par des familles russes après modification de leur état civil, modification de leur nom, modification de leur date et de leur lieu de naissance. Et il nous appartient à tous, élus, citoyens, journalistes, photojournalistes, éditorialistes, ONG, de continuer à alerter, de continuer à dénoncer ces atrocités, de collecter les faits, de collecter les preuves, de les authentifier et de les conserver pour que justice soit rendue à la population ukrainienne, aux victimes, à leurs proches et finalement à l'humanité tout entière. Je voudrais remercier les intervenants qui vont nous faire part de leur expertise sur le sujet cet après-midi, cette fin d'après-midi plutôt. Et je voudrais remercier aussi Cartooning for Peace et son président CAC pour une nouvelle fois un partenariat vraiment fantastique et la publication de ce livre, Fichez-nous la paix. Et je pense que Fichez-nous la paix, ça peut être un peu le leitmotiv de cette soirée. Je vous remercie encore une fois. Merci Jean-Claude. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis donc CAC, dessinateur de presse, notamment pour l'Opinion, et franc-tireur, et président de Cartooning for Peace, où j'ai succédé à Plantu, ici présent, que je salue. Un petit mot rapide sur Cartooning for Peace, que j'imagine que tout le monde ici ne connaît pas l'association. Elle existe depuis 2006. Elle regroupe presque 300 dessinateurs sur 75 pays dans le monde. C'est donc un réseau international de dessinateurs et de dessinatrices de presse qui se battent tous avec leurs moyens, des crayons et des feuilles, pour les droits de l'homme, globalement, depuis leur origine, l'ensemble des droits de l'homme sur des diverses thématiques que nous traitons à travers les 3 grands volets d'action que mène Cartooning for Peace. D'une part, montrer, promouvoir, faire comprendre le dessin de presse à travers des expositions, à travers des éditions, à travers des conférences. Faire de la pédagogie auprès des jeunes publics en allant dans les lieux d'enseignement, écoles, lycées, collèges, en France et dans le monde, pour, à partir du dessin de presse, traiter des grandes thématiques qui sont autour des droits de l'homme, l'égalité femmes-hommes, le droit des enfants, le partage des richesses, l'écologie, l'ensemble de ces problématiques. Et puis, et toujours avec ces ateliers pédagogiques, toujours notre but étant de travailler sur l'un des fondamentaux de Cartooning for Peace, qui est la liberté d'expression, qui est évidemment la liberté de s'exprimer, mais avant cela, la liberté de s'informer, et aussi la liberté d'écouter, d'être capable d'écouter les autres points de vue. Le but étant de travailler sur le vivre ensemble. Et puis, notre 3e grand volet d'action, qui est l'accompagnement des dessinateurs et dessinatrices menacés dans le monde. Malheureusement, une liste qui a tendance à s'élargir pour diverses raisons que je n'ai pas le temps de développer ici, et qui, évidemment, concerne, au premier chef, on devrait dire, les dessinateurs et dessinatrices qui sont dans les zones de conflit, comme nous avons dû, avec successivement, d'ailleurs, de manière très rapprochée, le conflit en Afghanistan, ou en tout cas la reprise du pouvoir en Afghanistan, et puis ensuite la désertion des, enfin, le départ des Américains, et puis ensuite le conflit en Ukraine. Nous avons dû travailler sur des dessinateurs et dessinatrices directement menacés dans leur intégrité physique, qui devaient même quitter leur territoire, comme par exemple ce soir un grand dessinateur ukrainien que vous aurez l'occasion d'entendre, Vladimir Kazanevski, qui a dû fuir son pays pour des raisons assez évidentes. Avec un conflit comme celui qui se produit, j'ai presque envie de dire que Cartooning for Peace revient un peu à ses fondamentaux. C'est dans le titre, dessiner pour la paix.
Et très souvent, le mot de guerre, très souvent, est un peu galvaudé, puisqu'on emmène beaucoup des guerres contre les discriminations envers les femmes, les discriminations envers les minorités, les guerres pour défendre le partage des richesses. On a même été en guerre contre un virus il n'y a pas si longtemps. Mais là, on n'est plus sur une métaphore. On est sur le mot guerre au sens propre du terme, une des raisons fondamentales pour lesquelles l'association a été créée au départ, puisque travailler sur le vivre ensemble, c'est avant tout essayer de prévenir, par le travail des dessinateurs et des dessinatrices, de prévenir les conflits. Ce que nous essayons de faire tout au long de l'année avec nos petits moyens d'artistes journalistes. Et donc, à l'occasion de cette soirée, vous aurez la présentation d'un dernier ouvrage du Cartooning for Peace, qui est à nouveau publié avec nos amis, je les salue, une partie de l'équipe est ici, avec nos amis de Gallimard, avec le soutien indéfectible, je vous remercie à nouveau, d'Amnesty International, et pour ce livre en particulier de France Média Monde, notamment l'ensemble des chaînes du groupe France Média Monde, France 24, RFI, etc., qui nous reçoivent régulièrement. Pourquoi on a voulu publier ce livre? Et je vais m'arrêter là. En fait, ça symbolise bien le travail de Cartooning for Peace, c'est-à-dire que nous, on part du principe qu'il faut s'exprimer, mais aussi s'écouter. Et le livre regroupe 120 dessins de dessinateurs et de dessinatrices du monde entier. Et on a vraiment été dans une démarche. Alors évidemment, c'est un livre qui dénonce le conflit, qui dénonce l'agression russe, qui dénonce les crimes de guerre. Mais c'est aussi un livre qui laisse la place à des points de vue et des regards différents. Ça n'est pas à sens unique, un regard uniquement occidental sur ce conflit. C'est un regard mondial sur un conflit dont vous le verrez quand vous feuilleterez le livre, qui a vraiment mobilisé des dessinateurs et dessinatrices de cultures complètement différentes, qui avaient tous, par leur propre prisme, un regard à apporter là-dessus. Parfois un regard qui projette aussi sur nous, les Occidentaux, pas forcément pour prétendre que nous avons déclenché ce conflit, mais pour aussi regarder la façon dont nous le traitons, dont nous l'analysons et dont nous le vivons, la façon dont peut-être nous, Occidentaux, sommes beaucoup plus préoccupés par ce conflit que par beaucoup d'autres qui ont eu lieu aux quatre coins de la planète, auxquels on a prêté peut-être, indiscutablement même, moins d'attention médiatique de notre côté. Et donc ce livre montre l'ensemble des points de vue qu'on a pu rassembler sur le conflit. Et j'espère que ça vous permettra de voir un petit peu le travail fondamental de Cartooning for Peace. Voilà, je m'arrête ici et je rends le micro. Merci beaucoup. Et puis merci à Abla Jonekaidi, qui est journaliste à RFI, qui s'est rendu 2 fois en Ukraine et qui va animer la table ronde de ce soir. Merci vraiment beaucoup. Le décor. En effet, le voici, cet album. Pierre Aski, c'est vous qui l'avez préfacé, cette édition. Vous êtes ancien grand reporter, je vous présente, même si peut-être tout le monde vous connaît déjà, président de Reporters sans frontières. Et on peut vous écouter tous les matins sur France Inter, car vous animez la chronique géopolitique. À vos côtés, on reçoit Vladimir Kazanevski, il est dessinateur de presse ukrainien. Merci beaucoup d'être là. Exilé, en effet, en Slovaquie, un témoin privilégié de cette guerre. On va commencer par une question toute simple, Pierre, puisque c'est un peu le propos de votre préface. Un rappel, cette guerre, donc on parle des 1 an de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il faut peut-être inscrire un peu plus sur le temps long et raconter et dire que ça ne fait pas tout à fait 1 an que la guerre a lieu en Ukraine. Merci d'abord à Cartooning for Peace de m'avoir proposé de m'associer à ce livre, et c'était un exercice assez passionnant à faire. Et pour l'anecdote, la première réunion à laquelle je suis allé, on se demandait si le livre n'allait pas être dépassé au moment de sa sortie, en se disant mais la guerre sera finie. Bon, le fait est que ce livre, hélas, sort à un moment où la guerre n'est pas prête de s'arrêter, et donc il prend toute sa valeur, y compris dans ce qu'a dit CAC sur la diversité des points de vue. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est très difficile de savoir où est-ce qu'on commence, en fait, si on veut se plonger dans l'histoire. Il y a quelques jours, j'étais à la conférence de Munich sur la sécurité, et en regardant un peu dans les archives, je suis retombé sur un discours qu'avait prononcé Vladimir Poutine en 2007 à Munich, à cette conférence sur la sécurité. Et dans ce discours, il dit tout. C'est-à-dire que Poutine arrive au pouvoir en 2000, 31 décembre 1999, Yeltsin lui passe le relais, et il a une Russie qui est en lambeaux, qui est vraiment à terre, crise économique, crise morale,
Et donc, il rentre dans un cycle de redressement du pays. Il y a la guerre en Tchétchénie, il y a le redressement économique, il a les prix des hydrocarbures qui l'aident, etc. Et en 2007, il arrive à Munich et il tape du poing sur la table en disant, en gros, vous les Occidentaux, vous nous traitez comme des moins que rien et vous allez voir ce que vous allez voir, parce que ça suffit. Nous sommes la Russie, une grande puissance, et donc vous allez voir. Et quand on lit cet épisode, on se dit, mais pourquoi on ne l'a pas écouté? Il dit tout dans ce discours. Mais à l'époque, personne ne l'a cru, personne ne l'a même écouté, parce que la Russie était faible et marginalisée sur le continent européen et en termes géopolitiques, parce que l'URSS avait disparu et elle n'était plus considérée comme une menace. Et or, quand on lit ce discours, on se dit, mais il nous annonce tout. Et donc, si on veut commencer quelque part, on pourrait commencer là, c'est-à-dire un moment où Poutine décide que la Russie doit retrouver sa place de superpuissance. Et il le fait d'abord régionalement, 2007, donc ce discours, 2008, la guerre en Géorgie. Ensuite, opportunité suivante, si on peut dire pour lui, la Syrie. Et là, il y a un boulevard qui lui est ouvert par le choix de Barack Obama de ne pas faire respecter les lignes rouges qu'il avait tracées sur les armes chimiques. Et c'est là que Poutine fait à la fois la démonstration que l'armée russe est redevenue puissante et doit être respectée, et d'autre part, qu'il sort du périmètre de l'ex-URSS, même si la Syrie a toujours été, en tout cas depuis longtemps, dans la sphère d'influence soviétique puis russe. Et au même moment, on a Maïdan en Ukraine. Donc le choix des Ukrainiens de se tourner vers l'Europe, de remettre en cause un président qui était revenu sur sa décision de signer un accord avec les Européens sous pression des Russes. Et c'est cet événement historique sur la place Maïdan à Kiev. Et donc, on peut effectivement prendre des dates comme ça et dire 2014, c'est à la fois le début de cette Ukraine qui veut s'éloigner de l'orbite russe, et c'est le début de la guerre, puisqu'il y a l'annexion de la Crimée, l'occupation puis l'annexion de la Crimée. Moi, je me souviens encore très bien de on les appelait les petits hommes en vert. On a vu arriver en Crimée donc, des hommes qui n'avaient aucun signe d'identification de pays, et qui sont apparus aux quatre coins de la Crimée, qui ont pris le contrôle de la région sans tirer un coup de feu, puisque il n'y a pas eu de résistance, et peu de temps après, la Crimée devenait une province russe annexée. Et puis a commencé la guerre au Donbass. Mais je pense que c'est pas juste de commencer à ce moment-là. Effectivement, la guerre, les Ukrainiens le disent, on n'est pas en guerre depuis un an, on est en guerre depuis 2014. Donc il faut tenir compte de cette réalité, et elle joue aussi dans l'état de l'armée ukrainienne qui, pendant toutes ces années, s'est formée, s'est entraînée, s'est équipée, et même si elle était sur le papier bien inférieure à l'armée russe, elle a montré au 24 février qu'elle n'était pas quantité négligeable. Donc il n'y a pas eu, on n'est pas arrivé dans un ciel bleu, il y avait cette guerre depuis 2014. Mais je pense qu'il faut le mettre dans un temps un peu plus long, qui est celui de la fin de l'Union soviétique, dont Poutine a dit que c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, quelque chose dont il ne s'est jamais remis lui-même en tant qu'ancien agent du FSB, qui a vécu en première ligne en Allemagne de l'Est l'effondrement du bloc soviétique. Et puis cette humiliation de la période Yeltsin et cette volonté de Poutine d'une manière
qu'on pourrait dire maladive, mais parce qu'elle se base sur la force, sur le respect qu'on veut imposer par la force et pas par ses réalisations, par la conviction ou par le rayonnement de ses idées, de ses réussites. Et c'est là qu'on est dans un système de valeurs qui est évidemment à l'œuvre aujourd'hui dans cette guerre, qui ne cesse de nous horrifier. La dernière mise en scène hier au stade de Moscou, de ces enfants de Mariupol qui embrassent et remercient les soldats qui ont détruit leur ville et qui ont tué leurs proches ou leurs parents, c'est monstrueux, c'est quelque chose d'inimaginable. Mais voilà, on est dans un système qui est celui d'un homme qui ne croit qu'en la force. Merci. La question à Vladimir Kazanevski sur l'ambition de Poutine. Est-ce qu'il a la même lecture? Est-ce que Poutine est dans une approche où il veut prendre sa revanche sur peut-être le monde occidental? Est-ce qu'il veut imposer par la force? Est-ce que c'était ça son projet l'année dernière lorsqu'il a lancé cette offensive? Ні, це не був проєкт прошлого року. Це був проєкт 2014 року. Він почав вже тоді. Non, ce n'était pas un projet qu'il avait lancé l'année dernière, c'était le projet qu'il avait lancé en 2014. Але не тільки тоді він почав. Він почав ще задовго до цього, коли розгорнув велику пропаганду по всьому світі, в котрому казалось тільки про те, що російський світ – це великий, а Україна – це жахлива страна, і це взагалі не страна, не країна. Mais même plus, il a lancé ce projet bien avant 2014, lorsqu'il a commencé à diffuser sa propagande qui disait que la Russie et le monde russe, c'est quelque chose de grand, alors que l'Ukraine, c'est rien, c'est même pas un vrai pays. Коли я був за кордоном в багатьох країнах, я багато років вже бачив в готелях телеканали російські. Тільки там я і дивився російське телебачення. І я бачив, як вони пропагандують всі свої ці шовіністичні ідеї. Lorsque je voyageais dans pas mal de pays du monde, j'ai vu dans les hôtels qu'il y avait des chaînes de télévision russes. Et d'ailleurs, c'était les seuls moments où je regardais la télévision russe. Et c'est là que j'ai entendu leurs idées et toute cette propagande qu'ils diffusaient, déjà ces idées-là. І ця пропаганда настільки потужна. Наприклад, я знаю такий випадок. Et cette propagande-là est tellement puissante, j'ai même envie de vous raconter une situation qui est arrivée. Наприклад, один з журналістів з ДНР розказував, що ті українці, котрі були під пропагандою в Донецькій області, Il y avait un journaliste de cette république autoproclamée de Donetsk qui parlait des personnes qui étaient justement sous la chape de la propagande. І вони тільки за 8 років стали настільки проросійськими, що коли вони почали воювати напряму з українцями, Et il disait qu'en 8 ans de cette propagande, les habitants de cette région sont devenus tellement pro-russes que lorsque les Russes ont commencé la guerre avec l'Ukraine, так от вони катували українських воїнів, котрі були в полоні, ще жорсткіше, ніж росіяни. Cette propagande était tellement puissante que les habitants de ces régions-là, lorsqu'il y avait des prisonniers de guerre ukrainiens, ils les torturaient avec encore plus de violence que les Russes ne le faisaient. Тобто
зараз вже війна зайшла в таку стадію, коли нема куди йти назад. Et donc, la guerre est arrivée à un stade où il n'y a plus de marche arrière. Але ми точно знаємо, що Україна переможе. Це просто історично так склалося. Mais nous sommes et nous restons convaincus que l'Ukraine, elle va gagner. Historiquement, c'est écrit. Але я хочу сказати, як змінився світ за цей рік війни. Mais j'ai envie de vous raconter comment le monde a changé depuis un an, depuis le début de cette guerre. Перед війною і на початку війни західні країни, потужні країни США, Франція, сказали Україні, що ми не можемо вам допомогти. Avant cette grande invasion, les grands pays occidentaux tels que les États-Unis ou la France disaient à l'Ukraine qu'ils ne peuvent pas nous aider. Ми можемо вам тільки дати зброю для партизанської війни. On ne peut que vous fournir des armes pour la guerre des résistants dans les maquis. Тобто весь світ сказав Україні прощай. C'est ainsi que le monde entier a dit au revoir à l'Ukraine. Але коли українські воїни, українська армія почала перемагати, і всі побачили, що можлива перемога України. Mais lorsque l'armée ukrainienne a eu beaucoup de succès sur le champ de bataille, tout le monde a constaté que la victoire peut être possible. І тоді весь світ почав допомагати реально в перемозі України військовою зброєю. C'est là que le monde entier a commencé à aider l'Ukraine avec les armes. Але для цього треба було, щоб пройшов рік жорстокої війни. Mais il aurait fallu qu'il y ait un an de cette guerre violente. Але зараз час міняється, і всі ми точно бачимо, що перемога вже не за горами. Mais maintenant, le temps passe et on voit tous que la victoire n'est plus loin. Але українці точно знають, що переможуть. Але зараз, коли закінчиться перша стадія війни, мілітарна, Les Ukrainiens, eux, ils savent qu'on va gagner. Mais d'abord, il faut d'abord que ce premier stade de la guerre, le stade militaire, se termine. Війна в Україні буде продовжуватись. Et lorsque ce stade-là s'achèvera, se terminera, la guerre en Ukraine continuera quand même. Тому що Україна повинна буде боротись з корупцією, котра в неї дуже має такі масивні корні. Puisque l'Ukraine devra se battre contre la corruption qui a des racines très très profondes. Тому що без перемоги над корупцією Україна ніколи не може жити в сім'ї вільних народів Європи, стати демократичною, вільною країною. Parce que si l'Ukraine ne vainc pas cette corruption, elle ne pourra pas vivre dans la famille européenne, dans la famille libre et démocratique. І зараз я бачу дуже цікавий момент, коли Україна вже зараз під час війни почала боротися з корупцією. Et là, je constate quelque chose de très intéressant. Je vois que l'Ukraine continue à lutter contre la corruption et lutte contre la corruption alors que la guerre est toujours là, est encore là. І тобто ця війна була з корупцією в армії України. Тобто воююча країна
бореться з корупцією в своїй армії. І це може робити тільки такий сміливий народ, як українці. Et l'Ukraine lutte contre la corruption au sein de l'armée. Donc, il n'y a qu'un pays courageux et qu'un peuple courageux qui peut lutter contre la corruption au sein de l'armée en temps de guerre. Pieraski, justement, sur ce que disait M. Kazanevski, ça a mis du temps pour le soutien occidental de venir à l'Ukraine. Comment expliquer? Est-ce qu'il y a eu un embarras? Comment on peut expliquer ce retard à l'allumage du point de vue de... D'abord, une petite anecdote pour confirmer ce qu'a dit Vladimir. Il se trouve que 8 ou 9 jours après le début de la guerre, j'étais dans un voyage avec un dirigeant français, on va rester vague, et qui m'a dit les Ukrainiens sont formidables, ils sont courageux, mais hélas, ils ne font pas le poids. Donc, il faut prévoir d'aider la résistance. Et c'était exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire on était dans la logique qu'on ne pouvait pas résister face à la puissance à la déferlante de la Russie, et qu'il fallait préparer le coup d'après, qui était effectivement une résistance armée clandestine qui aurait pu survivre. Et donc, dès le début, c'est drôle parce que ça contredit tellement toutes les théories du complot qui circulent, mais dès le début, on avait enterré l'Ukraine. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que on avait totalement surestimé la puissance de l'armée russe. Et tout le monde a été sidéré par les ratés stratégiques, logistiques, en matériel, en morale, en communication. Oui, tout à fait, mais je pense qu'on est là dans la logique du système russe, c'est-à-dire que personne ne dit la vérité à l'échelon au-dessus. Moi, je l'ai vécu un petit peu en Chine, ça, quand j'étais correspondant. On n'a pas intérêt à dire la vérité à l'échelon au-dessus. Si vous dites à votre supérieur que le plan de réforme 92 de remise en route du bataillon X n'a pas bien marché, vous allez être pénalisé dans votre carrière, vous allez être sanctionné. Donc, vous dites... objectif rempli à 100%, tout va bien, etc. Et ça remonte comme ça jusqu'au sommet. Et vous avez l'impression que vous avez une machine de guerre absolument formidable quand le jour où vous appuyez sur un bouton, rien ne se passe comme prévu. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est le rapport à la Russie qui est complexe. En décembre 2021, donc 2 mois avant le début de la guerre, Joe Biden était à la télévision américaine et un journaliste lui dit: est-ce que si Poutine attaque, est-ce que vous enverrez des troupes en Ukraine? Et sa réponse, c'était une sorte de cri du cœur. Il a dit: vous n'y pensez pas, s'il y a un soldat américain devant un soldat russe, c'est la 3e guerre mondiale. Donc, alors, il était très critiqué après parce qu'on dit mais c'est un feu vert à donner à Poutine. À partir du moment où vous affirmez que vous ne mettrez jamais un soldat devant un soldat russe, vous lui dites tu as un boulevard et tu peux y aller. La logique de Biden, elle était que on est face à une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, héritière de l'autre grande superpuissance de la guerre froide. Et ce passé-là et cette image-là, elle pèse très lourdement aujourd'hui sur le contexte géopolitique. Et Poutine le sait, et c'est pour ça que tous les 3 jours, il nous parle de nucléaire. Vous voyez, il y a 3 jours, il a annoncé dans son discours qu'il suspendait la participation de la Russie au dernier traité de désarmement entre la Russie et les États-Unis, qui est le traité New Start. Et quel est l'intérêt de dire ça? Ça n'a strictement aucun impact opérationnel sur la guerre en Ukraine. Aucun. Ce traité prévoyait un plafond dans le nombre d'ogives nucléaires déployées
et prévoyait des inspections réciproques. Mais ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine, parce qu'en plus, les bombes nucléaires tactiques, là on rentre dans du détail, mais ça a son importance, les armes nucléaires tactiques qui sont donc ces mini-bombes qu'on peut utiliser localement, et qui est ce dont on parlait pour l'Ukraine. Vous n'allez pas... voilà, c'était ça dont on parlait depuis le début, ne sont pas couverts par le traité New START. Donc pourquoi Poutine, c'est la seule annonce de son grand discours de la semaine, c'est de dire je me retire du traité New START, parce qu'il sait que nous vivons depuis Hiroshima avec cette peur inconsciente de l'apocalypse nucléaire, que c'est la chose qui nous fait le plus peur au monde, que tout ça dégénère dans une guerre nucléaire. Et donc il agite ça depuis le début, tous les 3 jours. Vous vous souvenez de ce discours qu'il a fait, je crois, en avril ou en mai, dans lequel il a terminé par cette phrase « et je ne bluffe pas ». Voilà. Force est de constater qu'il y a quand même plus, c'est peut-être pas du bluff, mais c'est de la tentative de terroriser l'opinion publique en espérant que effrayés, nous nous retournions vers nos dirigeants en disant arrêtez d'envoyer des armes à l'Ukraine, etc. Et là où je pense qu'il ne comprend pas, il a fait tellement d'erreurs, Poutine, dans cette guerre. Et il a cru que l'Ukraine allait tomber en une semaine, elle n'est pas tombée. Il a cru que les Occidentaux étaient trop faibles et trop divisés, trop effrayés, et qu'ils ne réagiraient pas. Ils ont réagi. Et il continue à faire ça. Il a misé sur le fait que les prix de l'énergie allaient provoquer des révolutions dans les pays européens et donc provoquer des renversements tels que nos gouvernements arrêteraient d'aider l'Ukraine. Ça ne s'est pas produit. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi les Européens, parce que les sondages le montrent, dans une grande majorité, d'un bout à l'autre de l'Europe, il y a un soutien à l'Ukraine qui reste très fort, qui a un tout petit peu baissé par rapport à il y a un an, mais qui reste quasiment très, très solide. Et je pense qu'il ne comprend pas que d'une certaine manière, on a lié notre sort à celui de l'Ukraine. Peut-être que c'était une erreur de le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on fera tout le chemin nécessaire pour aider l'Ukraine à l'emporter, à retrouver sa souveraineté. Après, il y a tout le débat sur qu'est-ce que ça veut dire une victoire. Qu'est-ce que ça signifie aussi comme conséquence pour la Russie? Que se passera-t-il en Russie? Que se passe-t-il dans la société russe aujourd'hui? Que se passe-t-il au sein du pouvoir russe? Il y a il y a des dizaines de questions qui se posent derrière. Mais le premier point sur lequel je pense aujourd'hui, il n'y a pas de doute, c'est sur le fait que l'Europe a fait le choix, et à mon sens juste, de soutenir l'Ukraine qui était agressée d'une manière que on n'avait pas vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ce simple fait, il est de base et il est le socle de tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Pierre, une question pour Vladimir Kazanevski sur ce soutien international et particulièrement européen vis-à-vis de l'Ukraine. Finalement, il y a une solidarité très forte chez les peuples, la société civile, la population, et aussi maintenant il y a ce soutien politique, matériel, etc. Comment il se l'explique finalement, et pourquoi on compte sur l'Ukraine, pourquoi l'Ukraine est importante pour l'Europe? По-перше, в Україні, як я знаю, знаходиться точка, яка показує, що це центр Європи. Premièrement, à mon avis, et je pense que vous le savez, en Ukraine se trouve le point sur lequel est mentionné que c'est le centre de l'Europe. Далі, Україна показала, що вона хоче стати демократичною вільною країною, а це не суперечує ніяк країнам Євросоюзу. Deuxièmement, l'Ukraine a démontré qu'elle veut être un pays démocratique et cela n'entre aucunement en conflit avec les valeurs européennes.
І це був великий сюрприз, що Україна почала так мужньо боротися з дуже великим гігантським другом, сусідом, так названим другом. Et c'était la surprise pour tout le monde lorsque l'Ukraine n'a pas eu peur de lutter contre son voisin, entre guillemets, son ami voisin surpuissant. Подібна ситуація була в війні між Фінляндією і Радянським Союзом. On a vécu une situation similaire lorsqu'il y a eu la guerre entre la Finlande et l'Union soviétique. Крім цього, українські воїни показали, які вони мужні. І зараз все озброєння, котре приходить на допомогу Україні, воно знаходиться під стандартами країн НАТО. Les combattants ukrainiens ont démontré le savoir-faire et leur courage, et tout le matériel qui arrive en Ukraine est maintenant et qui est employé par les Ukrainiens est sous les standards, il rentre dans les standards de l'OTAN. І таким чином Україна у нас на глазах під час війни переобразовується в таку потужну армію, сучасну армію, яка близька до стандартів НАТО. Et effectivement, nous sommes témoins de transformation. En Ukraine, l'armée ukrainienne se transforme en puissance. Et l'Ukraine se transforme en un pays qui fait partie des puissances de l'OTAN. І вже зараз становиться зрозумілим, що після перемоги України над Росією, це мається на увазі, коли останній російський солдат вийде з території України і всі кордони будуть повернуться до часів 1991 року. Et on en reparlera lorsque la guerre sera terminée. La fin de la guerre, je la vois par le fait que le dernier soldat russe quittera le sol ukrainien et les frontières reviendront aux frontières qui existaient en 1991. А далі Україна почне за допомогою наших друзів, наших сусідів, почне розбудовуватись, почне будувати таку демократичну країну. Ensuite, l'Ukraine commencera sa reconstruction. Elle va pouvoir faire l'évolution pour devenir un État démocratique comme on l'entend. А в цей час українська армія вже буде дуже потужною, сучасною армією, і НАТО з задоволенням її прийме в свій блок НАТО. Et à cette période, l'armée ukrainienne deviendra une armée bien organisée et puissante, respectée par les membres de l'OTAN. Et l'Ukraine sera accueillie avec la joie. On aura le temps de parler des combats de l'armée, comment elle est organisée avec Guillaume Herbault notamment, comment ça se passe sur le terrain. J'ai une question pour vous en tant qu'artiste exilé en Slovaquie. Comment vous participez, disons, à l'effort de guerre, entre guillemets, hein? Справа в тому, що в Словаччині, як і в деяких інших країнах, небагато людей підтримують боротьбу України. Тільки, як знаю, останні такі були опроси, тільки половина словаків підтримує боротьбу українського народу проти Росії, а половина ні. Malheureusement, on constate en Slovaquie qu'il n'y a pas beaucoup de soutien pour l'Ukraine. Et selon les derniers sondages, il y a près de 50% seulement qui maintiennent leur opinion pour l'Ukraine.
І мої словацькі друзі допомагають мені проводити виставки карикатури про війну в Україні. І я зустрічаюсь з багатьма людьми там і хочу відкрити глаза, очі людям на те, що коїться на самому ділі в Україні і що таке війна наша. Mes amis et collègues slovaques m'aident pour pouvoir organiser les rencontres, les expositions et avoir une possibilité d'ouvrir les yeux à toutes ces personnes, de pouvoir en discuter et de pouvoir œuvrer justement dans le sens de soutien envers l'Ukraine. І, наприклад, і вони час від часу до мене підходять і кажуть, так, зараз ми зрозуміли, що таке ваша війна. І навіть коли була моя виставка тут у Франції 2 місяці тому, одна французька дама підійшла до мене після відкриття виставки. Effectivement, après ces rencontres et lors de ces expositions, je vois maintenant que certaines personnes reviennent me dire que oui, on a ouvert les yeux, vous nous avez aidé à comprendre. Et lorsqu'il y a deux mois, il y a eu une exposition à Paris, une personne, une habitante de Paris, s'est approchée de moi et elle m'a dit, effectivement, je vois mieux les choses. Вона сказала дуже важливі для мене і для нашої країни слова. Elle a prononcé les paroles qui ont une grande importance pour moi et pour l'Ukraine. Вона сказала, що до цього я дивилась по телебаченню, що в Україні йде війна. І це все. Elle a dit que jusqu'à maintenant, je ne regardais que ce qu'on nous montrait à la télé. Et ce que je pouvais constater, c'est uniquement le fait qu'il y a une guerre en Ukraine. Але вона сказала, що після того, як побачила мої карикатури про війну, вона зрозуміла, що це жорстока, несправедлива дуже війна. Mais lorsqu'elle a vu mes dessins, elle a compris, elle a pris toute conscience de la férocité de cette guerre. Elle a compris que c'est une guerre injuste. І вона сказала, що тепер вона все зрозуміла, і тепер вона буде підтримувати Україну і буде казати всім своїм друзям, всім своїм знайомим, щоб вони теж саме робили, щоб вони розуміли, що це таке, і допомагали Україні теж. Et maintenant, elle m'a assuré que autour d'elle, elle parle autrement. Elle communique à tous ses amis qu'est-ce qu'elle a compris de cette guerre et qu'il faut aider l'Ukraine et qu'elle a fait de sorte que tout son entourage en parle aussi à leur entourage consécutif. Thank you. Voilà. Alors, tout le monde entier ne voit pas la guerre en Ukraine de la même façon. Vous l'avez évoqué en quelques mots tout à l'heure, Pierre Aski. La Russie, par exemple, bénéficie d'un capital sympathie assez fort, notamment en Afrique, du fait de l'histoire, etc. Là, c'est compliqué d'aller dire que, disons que le sort de l'humanité se joue là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment on peut aborder cette question complexe ? Alors, je trouve que c'est un des sujets majeurs apparus dans ce conflit. Et il est effectivement très complexe. Il y a 2 jours, le ministre ougandais des Affaires étrangères a ironisé en disant nos anciens maîtres coloniaux nous demandent de condamner un pays qui ne nous a jamais colonisés. Alors, dit comme ça, effectivement, ça peut sembler absurde. Et ça explique une partie seulement du problème. La vérité, c'est que ce que nous disent les pays du Sud n'est pas que la Russie a raison d'envahir l'Ukraine ou qu'elle a le droit d'avaler l'Ukraine. Elle nous dit vous avez des indignations à géométrie variable. Et ça, il faut qu'on l'entende. Parce que
effectivement, et je trouve que la sélection de dessins permet de voir ces approches, ces sensibilités, et de voir que, vu d'Amérique latine par exemple, les États-Unis ont une place un peu particulière dans leur histoire d'ingérence, de manipulation politique, etc., qui fait que quand les États-Unis leur disent mais comment vous vous indignez pas parce que la Russie attaque l'Ukraine, c'est pas le premier réflexe qu'ils ont, et on le voit dans certains dessins. Il y a un dessin argentin qui est très intéressant, où on voit Biden qui est debout devant un podium, et il a les pieds sur toute une série de conflits. Voilà, il y a le Vietnam, l'Irak, etc. Voilà, celui de gauche. Les dossiers lourds du passé américain. De même, moi, je suis très sensible à la question sud-africaine, parce que j'ai vécu là-bas à l'époque de l'apartheid. À cette époque, qui soutenait l'ANC? C'est pas les Occidentaux, c'est l'URSS. Moi, j'ai un souvenir de Thabo Mbeki, qui a été le successeur de Mandela. Il était le directeur des relations internationales de l'ANC, basé à Lusaka. Il venait à Paris 1 ou 2 fois par an, comme ça, et à l'époque, on était quelques journalistes à s'intéresser, pas beaucoup, à s'intéresser à cette région. Quand il venait à Paris, il habitait dans la chambre de bonne d'un copain marocain étudiant au quartier latin. Il était reçu par le dernier sous-fifre du Quai d'Orsay, parce que personne ne s'intéressait à ces gens-là. Et ils avaient des armes et du soutien financier, des bourses de Moscou. Et donc aujourd'hui, il y a on peut dire que c'est un héritage mal placé, parce qu'il n'y a pas de raison que Poutine soit l'héritier de cet internationalisme dont a pu faire preuve, avec beaucoup d'arrière-pensée, l'URSS de l'époque. Mais malgré tout, c'est ce qui se passe. Et les Occidentaux payent aussi beaucoup de choses du passé, sans parler du passé colonial lui-même. Alors, comment on fait face à ça? Je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est de ne pas faire... Je trouve que Macron, par exemple, a été maladroit à la tribune des Nations Unies en septembre, quand il a dit aux pays africains, sur un ton du reproche, de dire mais vous ne comprenez pas que le droit international est en cause, etc. Je ne pense pas que ce soit ça le problème. C'est qu'il y a une volonté de la part d'un certain nombre de pays du Sud, et y compris de ceux qui ont voté d'ailleurs pour condamner la Russie à l'ONU, de nous faire comprendre que leur soutien n'est pas automatique. Voilà, qu'on n'est pas dans un monde, on n'est plus dans un monde, parce qu'on l'a été, où les allégeances sont automatiques. Et on voit bien à la faveur de cette guerre que beaucoup de pays s'émancipent d'une certaine manière. Ça n'en fait pas des parangons de moralité. Hein. Quand l'Arabie saoudite refuse d'obéir à Biden, qui lui demande d'augmenter le quota de production de pétrole en disant mais on a un accord avec les Russes et on le respectera, et que 15 jours après, on déroule le tapis rouge à Xi Jinping, ça ne fait pas de Mohammed Ben Salman le héros des droits de l'homme qu'il n'est pas. Soyons clairs. Mais ça change la donne internationale, parce qu'un certain nombre de pays, la Turquie, l'Inde, l'Arabie saoudite, le Brésil de Lula demain ou déjà, sont en train d'émerger comme des puissances qui ne veulent pas se ranger dans le camp de l'un ou de l'autre. Donc c'est une complexité nouvelle. La conséquence de ça, c'est que ça nous oblige, nous, occidentaux, parce qu'il y a un Occident qui s'est reconstitué dans cette guerre, à remettre en cause quand même aussi notre participation au monde, qui a été celle de la loi du plus fort aussi. Quand les Américains interviennent en Irak, il n'y a pas de feu vert de l'ONU, parce que les Français menaçaient de mettre leur veto, et Bush s'est assis sur la légalité internationale, et il a envoyé son armée en Irak. Donc on ne peut pas
faire comme si tout ça n'avait pas existé. C'est la complexité de l'affaire aujourd'hui qui est posée dans un certain nombre de conflits. Le conflit israélo-palestinien. On ne peut pas dire il faut respecter les résolutions internationales en Ukraine et s'asseoir depuis 70 ans sur celle du conflit israélo-palestinien. On a aujourd'hui le miroir de nos contradictions et je pense qu'à un moment, il faut arriver à envisager le monde d'après ce conflit d'une autre manière. Et on n'en est pas là aujourd'hui. Mais je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une mise à plat du fonctionnement du monde. Le monde d'après cette guerre d'Ukraine ne peut pas être celui d'avant. Voilà. Quelle que soit l'issue de la guerre. Même si l'Ukraine gagne cette guerre et retrouve sa souveraineté, ça serait une erreur de se dire c'est une parenthèse terminée et on revient aux bonnes pratiques d'avant. Ça serait, ou alors, si on le fait, ça sera une occasion ratée de plus dans l'histoire moderne, et il y en a hélas eu beaucoup. Eh bien, merci Pierre pour cette leçon de géopolitique, en toute humilité. Merci beaucoup. Est-ce que vous devez y aller? On va vous laisser partir et voilà. Dans le sujet, on devine, mais dans le sujet est forcément, voilà. Ouais. Ah, vous avez trouvé une idée? Bon. Merci beaucoup Pierre et bon courage pour cette matinale. Merci infiniment. Vladimir, you stay with us et on va accueillir Guillaume Herbeau. Reporter, photographe pour l'agence Vue. Sans munitions, sans chars, sans combattants, on ne fait pas la guerre, c'est certain. Mais sans un arrière-front solide, on l'a fait très mal. Dans cette deuxième partie de la table ronde, nous allons parler des hommes et des femmes qui se mobilisent pour résister à l'agression russe depuis l'an dernier. On en parle toujours avec Vladimir Kazanevski et avec vous, Guillaume Herbeau, photojournaliste, donc membre de l'agence Vue. Ce bel ouvrage que j'ai là, je vais le montrer au public. C'est votre œuvre. Il y a vos photographies. C'est une compilation de 20 ans de reportages en Ukraine sur les routes de 2001 à 2022 exactement. Une histoire contemporaine de l'Ukraine en photo que je ne saurais trop vous conseiller. Des Ukrainiennes et des Ukrainiens, vous en avez croisé beaucoup du coup dans votre carrière. Voilà donc plus de 20 ans que vous arpentez ce territoire et vous y étiez tout récemment. Quel était le dernier reportage pour vous? Bonsoir. J'ai été pour Le Monde et je travaillais avec Ariane Chemin sur les différentes vies de Zelensky. Donc on est revenu... comment ? Le président ukrainien. Et donc on est revenu un peu sur son parcours, on est revenu dans sa ville d'origine, on a rencontré ses proches. Voilà, et on a essayé de raconter en 5 épisodes que je vous invite à voir encore sur le web. Voilà. Justement, qu'est-ce que ça vous a appris de l'Ukraine et du combat là, des Ukrainiens, ce portrait? C'est une question un peu vaste parce que d'un côté, il y a le personnage Zelensky qui est quand même incroyable dans son parcours. Ce que j'ai appris, en fait, j'ai pas vraiment appris parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai vu évoluer et tout. Non, moi, ce que je trouve étonnant en fait par rapport à ce personnage, c'est comment il s'est révélé avec l'invasion russe. Avant, quand il a été élu en 2019, peu de gens croyaient en lui. On le voyait un peu comme un personnage un peu populiste. On ne savait pas par qui il était soutenu. On était très méfiants et une partie de la population ukrainienne aussi était très méfiante. Et puis, d'ailleurs, il avait des rapports avec les médias qui étaient assez compliqués. On n'arrivait pas à le rencontrer pendant la campagne électorale vraiment. Il a fait la première campagne, on peut dire, historique Instagram politique.
Donc c'était quand même un drôle de personnage. Et là, moi, je l'ai rencontré en 2019 en tête-à-tête, donc quelques mois après les élections. Et je revenais du Donbass. Et j'avais rencontré donc je devais faire un portrait, j'avais 10 minutes avec lui. Et quelques jours avant, j'avais rencontré un homme qui était allongé dans son lit depuis 2015 et qui avait roulé sur une mine anti-char et qui était chauffeur de tracteur. Il avait une vie très très simple dans le Donbass. Et j'étais choqué parce que personne ne l'avait soigné correctement, alors que la chirurgie militaire est incroyable. Et je rencontre donc le président, et pendant la prise de vue, en fait, je lui parle de cet homme. Et donc là, le personnage en fait change complètement. Je vois qu'il est totalement touché par ce que je suis en train de lui raconter. Et à la fin de la prise de vue, l'attaché de presse va se jeter sur moi pour me dire « Vous êtes le photographe le plus chiant du monde ». Et le président va venir vers moi et il va me demander les coordonnées téléphoniques de cet homme. Et une semaine après, il y aura une délégation qui viendra le voir et il va être soigné. Je l'ai revu en 2021. En novembre 2021, il commençait à marcher. Et en fait, tout ça pour vous dire que quand j'ai vu ça, la réaction de Zelensky, je me suis dit, en fait, il a un truc vraiment de sincère. Et voilà. Et donc, quand il a refusé de quitter l'Ukraine pendant l'invasion russe, j'ai trouvé que c'était très cohérent, en fait, avec ce que j'avais pu voir de cet homme. Alors, depuis, on le voit partout. Il se met beaucoup en scène, y compris en vidéo, en se filmant lui-même. Et à la fois, quand on évoque l'Ukraine, on en a un peu parlé depuis le début, on est submergé par les infos. Il y a énormément d'infos. Vous tracez votre petite route depuis 20 ans. Comment, face à cet afflux qui est en fait une vague énorme de journalistes sur le terrain, vous êtes frayé en fait ce chemin? Comment vous avez trouvé votre rythme? En fait, quand j'arrive en 2001, j'étais un des rares photographes étrangers à venir dans le pays. Ça intéressait personne, l'Ukraine. Il y a encore en 2021, les gens ne s'intéressaient pas à l'Ukraine. Donc, et moi, je trouvais que le pays était passionnant. Plus j'allais dans le pays, plus je découvrais l'histoire extraordinaire du pays, plus je voyais la population changer et se battre pour la démocratie avec la Révolution orange, puis Maïdan. Voilà. Et donc, en fait, plus j'allais là-bas, plus j'avais l'impression de découvrir un pays, et donc plus j'avais envie d'y aller. Et donc, c'est en y allant régulièrement, pratiquement 3 à 4 fois par an, que j'ai pu petit à petit raconter des choses. Et comment se frayer quelque chose? Comment raconter les choses autrement? Là, c'est ma grande question aujourd'hui, parce que avant, j'étais encore en novembre dernier, j'étais un des rares photographes français à aller sur la ligne de front. Et maintenant, en fait, il y a des centaines et des centaines de photographes. Donc là, c'est très, très compliqué. Et donc, j'essaye, avec, entre autres, Ariane Chemin, de raconter des choses qui sont parallèles à la ligne de front et qui racontent en fait l'arrière-front, qui racontent aussi qui racontent la partie politique, mais aussi des témoignages de victimes. Et voilà, mais c'est assez compliqué, en fait, de trouver son petit chemin, justement. Concernant, on est sur donc un terrain de guerre, l'accès à l'information tout simplement. Évidemment, elle est filtrée. Est-ce qu'elle est très filtrée? Est-ce qu'on accède à la ligne de front facilement? Comment ça se passe? Elle est très compliquée là. Bon, là, j'ai pas été dernièrement sur la ligne de front, mais d'après ce que mes collègues disent, c'est que on n'arrive pas à la première ligne. On arrive non, jamais, ouais. On arrive à des lignes bien avant, donc l'artillerie, donc à plusieurs kilomètres de la vraie ligne de front. Mais moi, j'arrive à intégrer, à comprendre en fait l'armée. Ils veulent pas s'embarrasser de militaires, de photographes et de journalistes à côté d'eux, parce qu'en fait, ça leur demande de prendre beaucoup de précautions pour les protéger. Et puis, on est quand même aujourd'hui dans un flux de l'information où on peut balancer des images comme ça directement sur Internet qui peuvent être utilisées par les Russes pour avoir des indications des positions militaires. C'est une guerre en temps réel. Donc, ça nous oblige, nous, à réfléchir autrement et à raconter autrement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir que quelques journalistes puissent accompagner les militaires en première ligne. En tout cas,
Certainement, vous l'avez remarqué, et je l'ai vu aussi lors de mes 2 passages sur ces 2e et 3e lignes de front. On est frappé par le sens du sacrifice, notamment de très jeunes gens, des gens vraiment qui commencent dans la vie, des étudiants, y compris des beaux-arts. Vladimir Kazanevski, est-ce que cela vous surprend? Comment vous l'expliquez? Ці молоді люди народились вже під час вільної України. Ce sont des jeunes gens qui sont nés déjà en Ukraine, indépendante et libre. І ми знаємо, що українці мають дуже багаті традиції боротьби за свободу. Et les Ukrainiens ont une riche tradition de combat pour la liberté. І вони, ці молоді люди, себе називають нащадками козаків українського роду. Et ces jeunes gens, ils disent qu'ils sont des héritiers des Cosaques ukrainiens. Тому що під час козацтва у 17 сторіччі навіть в Україні була розроблена одна з найперших конституцій в Європі. Parce que c'est en XVIIe siècle, à l'époque des Cosaques, que la première constitution dans le monde a été créée. І в цей час, коли Україна виборола свою незалежність у 17 віці і здобула незалежність і хотіла розбудувати свою країну. Et au XVIIe siècle, l'Ukraine a pu aussi gagner son indépendance et de construire son pays. Але вона вибрала в союзники, в свої друзі, країну таку, яку називають Росія. Mais malheureusement, elle a fait un choix d'allier ou de partenaire un pays qu'on appelle la Russie. Але дуже швидко Росія підспудно окупувала Україну. Et très rapidement, la Russie, d'une manière fourbe, a occupé l'Ukraine. І молоді сучасні люди знають про цю велику помилку. Donc les jeunes gens connaissent cette énorme erreur historique. І вони вважають, що це єдиний зараз час, коли Україна може стати дійсно незалежною, демократичною країною. Ils pensent que nous vivons une époque, l'époque où l'Ukraine peut vraiment redevenir un État libre, indépendant et démocratique. Тобто молоді люди мають дуже великі такі потужні корені свободи, і тому вони такі хоробрі, я так думаю. Donc ces jeunes gens, ils ont ces racines profondes de liberté et c'est pour ça, je pense, qu'ils sont aussi courageux. J'en profite pour vous poser une question. Parmi les références aussi historiques et politiques de certains jeunes combattants en Ukraine, il y a Stepan Bandera, par exemple, qui a combattu avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il pense de cet héritage-là, qui fait effectivement, qui est sujet à caution, qui fait réagir beaucoup de ce côté-ci de l'Europe notamment? Я розумію. По-перше, я хочу розказати про те, що коли я зустрічаюсь з російськими карикатуристами, навіть зараз, але десь за кордоном ми зустрічаємось, я кажу, що я з Бандерою якось пив коньяк у себе в майстерні.
Je vais vous raconter une histoire. Lorsque je rencontre des dessinateurs de presse russes, parce que ça m'arrive de les rencontrer, mais plutôt à l'étranger, je leur dis que parfois je bois un petit verre de cognac avec Bandera dans mon atelier. І вони думають, що я з глузду з'їхав, чи я провокатор. Alors ils pensent que soit je suis fou, soit je suis un provocateur. Але я дійсно пив коньяк зі Степаною Бандерою, котрий являється внуком того самого Бандери. Mais j'ai vraiment bu du cognac avec Stepan Bandera, qui est en réalité en fait le petit-fils du vrai Stepan Bandera. Але щодо серйозно, то я би так сказав, що так, був такий час, коли дуже важкий час, коли німці, котрі почали війну проти Радянського Союзу, пообіцяли Бандері, що він зможе побудувати вільну Україну. Mais bon, blague à part, il y avait une époque, lorsque les Allemands ont proposé, ont promis à Bandera de l'aider à construire une Ukraine indépendante. І дійсно в перші місяці війни дійсно українці воювали на боці німців проти Радянського Союзу. Et c'est vrai que les premiers mois de la guerre, il y avait des Ukrainiens qui combattaient aux côtés des Allemands pour l'Ukraine. Але коли Бандера зрозумів, що його обманули і ніякої йому вільної країни не дадуть збудувати німці. Mais lorsque Bandera a compris qu'il a été trompé et que les Allemands ne le laisseront jamais construire ou établir un pays, une Ukraine libre, Українці перестали воювати на боці германців, а Бандеру посадили в концлагер, і він сидів в цьому концлагері до 1943 року. Lorsqu'il a compris ça, forcément, tout s'est arrêté et Bandera a été envoyé dans un camp de concentration allemand où il est resté jusqu'en 1943. Але потім українці почали визвольна армія України почала воювати і проти Радянського Союзу, і проти німецької Германії для того, щоб побудувати вільну Україну. Et c'est ensuite l'armée insurrectionnelle de l'Ukraine qui a repris le flambeau et cette armée-là, cette fois-ci, combattait et le régime nazi et le régime soviétique, les deux en même temps, pour pouvoir justement gagner cette Ukraine libre. А ще є така інформація, що росіян на боці Германії, на боці німців під час Другої світової війни воювало набагато більше, ніж українців. І це статистика вже відома. Mais il y a une autre statistique qui est connue, c'est qu'il y a beaucoup plus de Russes qui faisaient la guerre aux côtés des Allemands que d'Ukrainiens. Petit flash forward, grand flash forward à aujourd'hui. Guillaume Herbault, quand vous êtes donc sur le terrain et que vous rencontrez ces jeunes combattants, qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce qui les motive au combat, surtout dans des conditions là qui sont de pire en pire en fait? En fait, pour beaucoup, ils se disent que si eux ne se battent pas, il n'y aura pas d'Ukraine plus tard. Donc, ils se battent pour les générations d'après. C'est existentiel, ouais. Ils n'ont pas le choix. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent. J'ai la compagne d'un très bon ami qui est réalisatrice et qui s'est engagée pour aller en ligne de front et qui se bat. Donc on peut se dire que ce n'est pas des gens qui étaient voués au départ, ce n'est pas des militaires.
c'est des civils qui vont s'engager et qui vont aller jusqu'au bout pour lutter pour leur pays. Et de fait, il y a une sorte d'imbrication entre le civil et le militaire. On passe souvent de l'un à l'autre, même dans une même journée. Je constate qu'on peut avoir un métier et puis le soir aller sur le front. Vous avez été frappé par la force, en fait, et de l'arrière-front, de la société civile, qui tient aussi pour la résistance. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On l'a tout le temps vu dans les luttes que le peuple ukrainien a pu avoir. Alors moi, ce que j'ai pu voir directement, donc en 2004, 2013, etc., à chaque fois, il y avait une organisation de la part des civils. Par exemple, à Maïdan, sur la place Maïdan, il y avait plein de gens qui s'organisaient et il y avait un vrai maillage de solidarité entre eux. D'ailleurs, c'était beaucoup basé sur l'esprit cosaque. Et c'était organisé d'ailleurs comme des campements cosaques, avec des gens qui étaient en première ligne pour protéger le campement et se battre aussi s'il le fallait contre les forces de l'ordre. Et en arrière-plan, il y avait des gens qui préparaient à manger, qui installaient les tentes, qui soutenaient l'arrière-front. En 2014, quand la guerre dans le Donbass est arrivée, que l'armée ukrainienne avait été disloquée par l'ancien président Yanukovych, il a fallu qu'il y ait énormément de volontaires qui partent directement sur la ligne de front. Donc il y a eu de la création de bataillons, et donc c'était pour beaucoup des civils qui allaient s'engager, pareil, qui ne s'étaient jamais battus, et qui partaient en ligne de front. Et en arrière-plan, on voyait des civils. Je me souviens encore, il y a même une image qu'on voit tout à l'heure, enfin qu'on va voir, une dame qui est habillée en tenue de sniper à Mariupol. Voilà, elles étaient à Mariupol. C'était, je ne sais plus en quelle année d'ailleurs, en 2015. Non, 2014, novembre 2014, je crois, ou non, septembre 2014. Et donc là, c'était des femmes qui faisaient les équipements pour les soldats, alors qu'il n'y avait pas de matériel. Donc il y a toujours eu ce maillage, et ce maillage, on l'a encore aujourd'hui. Il est encore plus fort, puisque là, ça prend toute l'Ukraine complètement. Donc toute la société est impliquée, beaucoup d'ONG, d'entreprises même, etc. J'avais une question sur peut-être ce sentiment. Quand vous êtes journaliste, vous devez d'être neutre en principe. C'est ce qu'on nous apprend dans les écoles de journalisme. Quand vous voyez ce déploiement de courage, de résistance, etc., est-ce que ça tangue un petit peu et vous avez tendance à prendre leur parti Voilà, je vous pose cette question parce que quand on rentre à Paris, on nous pose toujours la question de vous ne faites pas la propagande par hasard des Ukrainiens? En fait, moi, je crois que avant, j'avais justement cette idée d'impartialité en tant que photographe. Et donc, d'ailleurs, on peut le voir dans le livre. J'ai pu aller des deux côtés. Bon, à un moment donné, j'étais blacklisté du côté pro-russe, mais voilà, j'essayais d'aller des deux côtés. Mais aujourd'hui, cette guerre, elle est particulière. Et en fait, moi, ça m'a obligé totalement à choisir mon camp. Donc, je ne fais pas de la propagande, mais je sais que je soutiens l'Ukraine. C'est un truc qui est vraiment nouveau dans ma démarche même de photographe, parce que j'ai toujours voulu être à la frontière. Et là, je peux pas parce que c'est une vraie guerre totale, et avec un pays qui est agressé, qui se bat pour des valeurs universelles, démocratiques, et en face, on a quand même un État dictatorial, voilà, qui est totalement, qui veut écraser ces valeurs-là. Donc moi, j'ai pas de complexe à dire aujourd'hui que, évidemment, mon travail, il soutient l'Ukraine. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait de la propagande. S'il y a quelque chose à un moment donné qui me choque ou qui est contre les droits de l'homme, etc., et qui se déroule en Ukraine, évidemment que je vais faire mon travail qui est de photographe, journaliste, et qui doit dénoncer les choses. Mais pour l'instant, quoi qu'il arrive, mon camp, il est pour l'Ukraine. Et ça me fait drôle même de le dire comme ça en tant que journaliste, quoi. C'est très nouveau. Oui.
C'est très nouveau. Enfin, ça fait 1 an. Merci beaucoup. On a vu défiler à un moment une de vos photos. Vous en avez fait une série, les statues de Lénine décapitées ou colorées aux couleurs de l'Ukraine. J'avais une question pour Vladimir Kazanevski sur la part russe. Est-ce qu'il y a une part russe chez les Ukrainiens, une part soviétique chez les Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils doivent en faire d'après vous? Y compris vous avez étudié sous l'URSS la physique. Enfin, vous allez m'en dire plus. Так, я вивчав космічну радіофізику, і на мілітарному заводі ми виготовляли крилаті ракети. Oui, j'étudiais la physique spatiale et dans une usine militaire, on fabriquait les missiles de longue portée. Але коли розпався Радянський Союз, ці крилаті ракети були передані в Росію. І іронія судьби такова, що зараз ці ракети, старі ракети, летять в Україну. Lorsque l'Union soviétique a été disloquée, les missiles en question étaient transmis à l'État russe. Et l'ironie du sort ukrainien est telle que justement c'est ces missiles-là qui sont envoyés actuellement sur les têtes des Ukrainiens. Але так, в нас є частина людей, котра підтримує Росію. Це не секрет. Effectivement, il y a une partie de la population qui soutient la Russie. Ce n'est pas un secret. Але під час війни ми їх називали ватники під час війни, до війни. Avant la guerre, on appelait ces gens-là les doudouniers, parce qu'ils avaient des vêtements comme des doudounes, mais en coton, en ouate, voilà. Ну, це у них мізки були як вата такі. Mais c'est parce que leur cerveau, c'était du coton. А це мається на увазі, що пропаганда на них так легко діяла, що вони цієї пропаганді піддавалися дуже легко. Et c'était la conséquence de la propagande. Il se fait que leurs cerveaux ont été soumis à cette propagande et ils se sont fait avoir. Et ils étaient formatés par cette propagande. І коли почалася війна, з'явились колабораціоністи. Прямі у Франції це слово добре знають. Et bien sûr, dès le début de la guerre, il est apparu qu'il y a une partie des personnes qui sont collaborationnistes. C'est un terme bien connu en France. Collaborateurs. І що робити далі? Ми, коли переможемо, зрозуміло, що переможемо, то буде питання таке, що робити з колабораціоністами? Bien sûr, qu'est-ce qu'on en fera? Lorsque la guerre sera terminée et nous vaincrons, parce que nous vaincrons, la question se posera, qu'est-ce qu'on va en faire de ces personnes qui ont collaboré? Але вже зараз про це кажуть офіційно, і Зеленський це каже, що будуть розглядати кожний окремий випадок з кожною людиною. Mais il a été déjà annoncé, et même Zelensky, le président de l'Ukraine, a déjà annoncé que ce sera examiné cas par cas. І будуть вирішувати судові справи. І якщо скоїли дійсно люди злочини, вони будуть сидіти у тюрмах. Tout dépendra des actes de chacun. S'ils ont commis des crimes, ils se retrouveront derrière les barreaux après le jugement. Але якщо вони просто виживали на території окупованій, їх, як в радянські часи, не будуть називати злочинцями і надсилати кудись до Сибіру, наприклад, у лагеря. Mais s'il s'agit d'un fait de survivre, parce qu'il y aura une
partie de personnes qui n'ont eu en tête que de survivre. Pour ces gens-là, il n'y aura pas de persécution comme il y a eu les persécutions en Union soviétique. On ne va pas les envoyer en Sibérie. Але є у нас колабораціоністи зараз і на території України. Але з ними проводиться боротьба, як в демократичних країнах. Il existe des collaborateurs avec l'ennemi sur le territoire ukrainien, mais on lutte contre eux comme on lutte dans chaque pays démocratique, de manière démocratique. Наприклад, зараз закрили партію, котра підтримувала Росію, але її заборонили не просто політичним рішенням, а судовим рішенням. Par exemple, un parti qui soutenait la Russie a été interdit, mais il n'était pas interdit par une décision politique. Il était interdit en vertu d'un jugement. Merci beaucoup. Quand je dis la part russe, c'est même la langue. Il y a tout un débat en Ukraine sur doit-on continuer à parler russe. Lui, personnellement, il en est où de ça? Ну, тут в такому випадку я полюбляю свій приклад приводити і моєї жінки. Ми розмовляли російською мовою з народження і до війни. Dans ce cas-là, j'aime bien donner mon exemple de moi, donc de ma femme, parce que nous avons parlé russe depuis notre naissance et jusqu'à la guerre. І також багато моїх знайомих розмовляли російською мовою, і друзів. J'ai aussi beaucoup de connaissances et beaucoup d'amis qui parlaient russe. Але я працював в виданні, українському виданні, де всі журналісти розмовляли тільки українською мовою. Mais je travaillais dans un média où tout le monde, tous les journalistes parlaient uniquement ukrainien. Але коли я приходив до редакції, я розмовляв з ними російською, а вони українською. І я навіть не помічав, що вони розмовляють іншою мовою, а вони мені ніколи не казали, що я розмовляю на якійсь мові російській. Et lorsque je venais à la rédaction, je leur parlais en russe et eux, ils me répondaient en ukrainien. Mais moi, je n'avais même pas conscience, je ne remarquais même pas qu'ils me parlaient une autre langue. Et eux, ils ne m'ont jamais fait de remarques comme quoi je parlais le russe. Тобто, коли Путін напав на Україну, він прийшов захищати російськомовних громадян України, тобто мене прийшов захищати. Donc, lorsque Poutine a attaqué l'Ukraine, il disait qu'il l'a fait pour défendre les russophones, c'est-à-dire moi. Але в перший день війни моя жінка сказала: ні, ми не будемо розмовляти більше російською мовою, це мова окупантів. Et donc, au premier jour de la guerre, ma femme, elle m'a dit non, nous ne parlerons plus le russe. Ça, c'est une langue des occupants. І ми розмовляємо між собою, між друзями тільки українською мовою, і багато моїх друзів теж з російською мовою перейшли на українську мову. Et désormais, avec ma femme, ainsi qu'avec mes amis et mes connaissances, nous parlons ukrainien. Il y a beaucoup d'amis à moi qui sont passés aussi du russe à l'ukrainien. Але російською мовою я розмовляю, але я кажу, я можу розмовляти англійською, російською, іноземними мовами. Et je parle russe comme je peux parler une toute autre langue étrangère, par exemple anglais ou une autre langue. Thank you very much. I think, Vladimir, you can have a seat with the rest of the audience. We will meet again later. Guillaume, vous restez ici. On va accueillir Marie Wouters d'Amnesty International.
Et on a déjà commencé par évoquer la question du droit, de la justice, surtout pendant que la guerre a cours. Je rappelle donc que depuis un an, au moins 60 000 crimes ont été documentés en Ukraine. Une masse de données a pu être collectée grâce aux nouvelles technologies, mais avant tout au travail de terrain, et notamment celui que Amnesty International, Marie Strutter, fait. Et Marie Strutter, vous nous avez rejoint donc pour nous parler de cela. Est-ce que, première question, est-ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire récente autant de crimes répertoriés en une année, tout simplement? Merci. Et tout d'abord, je voudrais rendre hommage à tous les journalistes, à tous les Ukrainiens, à tous les dessinateurs en ligne et dans cette salle. Et les Ukrainiens, tout d'abord et avant tout, qui démontrent une résilience, une endurance, un courage sans parallèle, il me semble, depuis un an. Donc, continuez, s'il vous plaît, votre travail, les dessinateurs, les journalistes, les investigateurs, parce que il faut le faire pour pas que ça se répète, pour que la justice se réalise. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, écoutez, je pense que depuis, en tout cas sur le sol européen, on n'a pas vu une telle ampleur des crimes potentiels contre l'humanité, des crimes de guerre, de très, très graves violations des droits de la personne. Et puis, je rends aussi hommage au système judiciaire ukrainien parce que, de toute évidence, c'est les Ukrainiens qui vont travailler dessus d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, un des appels d'Amnesty International est d'appuyer au plus fort le renforcement des systèmes locaux, ceux qui travaillent sur le terrain, c'est-à-dire, et qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez mentionné le chiffre d'au-delà de 60 000 cas qui ont été reçus par le procureur général d'Ukraine. Je crois que le chiffre a maintenant dépassé 65 000 et évidemment, ça monte tous les jours. Ils font des efforts héroïques, mais ça serait héroïque pour n'importe quel pays. Et surtout, pendant que la guerre fait toujours rage. Donc, notre appel, c'est de vraiment aider à soutenir le renforcement des ONG locales, Vladimir l'avait dit, et d'autres plusieurs fois, qui travaillent sur la question depuis 2014. Hein. Vous l'avez mentionné, cette force de la société ukrainienne, elle est incroyable. Et donc, aider la société civile, mais aussi les structures locales. Est-ce qu'on peut... Quels sont finalement les principaux crimes relevés? Est-ce qu'il y a une... C'est Monsieur le Président d'Amnesty France qui l'avait évoqué au tout début. Je pense que parmi les crimes de guerre les plus flagrants, c'est le déplacement forcé des Russes de l'Ukraine vers les territoires occupés ou vers la Russie, et surtout les enfants. Et je prends note que c'est la madame Alexandre Matvichuk qui a lancé un appel hier, il me semble, avec l'organisation Avaz, pour justement parler de ces milliers d'enfants et d'Ukrainiens qui se sont fait déplacer de force vers la Russie. Évidemment aussi, il y a les attaques systématiques sur l'infrastructure civile, sources d'eau, énergie, gaz. Et en troisième lieu, je crois que c'est assez clair, c'est les bombardements sans discrimination sur les civils, les infrastructures civiles. Et c'est d'autant plus grave si on sait qu'on cible l'infrastructure civile. Ça, c'est vraiment une ligne qu'on ne devrait pas croiser selon le droit international humanitaire. Mais dois-je dire, tous ces crimes ont été commis en Tchétchénie. Et je veux dire à cet auditoire que le nombre de personnes tuées pendant les 2 guerres de Tchétchénie dépasse encore le nombre de personnes tuées lors de cette guerre. Heureusement, parce que je ne voudrais pas que le chiffre atteigne le même chiffre qu'on a vu en Tchétchénie, mais on a vu les mêmes crimes en Syrie, en Géorgie,
Et puis voilà, c'est pour cela que Amnesty travaille sur la documentation des violations des droits de la personne, parce qu'on ne veut pas que ça se répète. Et j'ai trouvé la remarque de M. Aski sur le commentaire de M. Poutine en 2007, lors de cette conférence de sécurité à Munich. Il a dit, bon, ça suffit, vous les Occidentaux, on va vous montrer. Moi, je dis non. Dès qu'il a pris le pouvoir, M. Poutine, il a fait en sorte de silencer, éliminer toute voix critique en Russie. Le premier pas qu'il a pris, c'était de silencer les médias. Il a pris contrôle de tous les médias. Ensuite, répression contre la société civile. La société civile en Russie qui documentait toutes les violations des goulags, ce qui s'est passé en Tchétchénie. Aujourd'hui, vous n'avez plus de ces organisations en Russie. Tout à l'envers de ce qui se passe en Ukraine. Vladimir avait dit, bon, les jeunes, ils savent, puisqu'ils sont nés après l'effondrement de l'Union soviétique, ils savent que c'est une crise existentielle. Mais les Russes, non, parce que ces voix qui documentaient historiquement toutes ces violations depuis la Tchétchénie ont été supprimées plus ou moins depuis 5 ou 6 ans après que M. Poutine a pris le pouvoir. La grande leçon de cela, en tout cas selon nous, c'est que si les droits sont supprimés à un tel niveau à l'intérieur d'un pays, le danger est que cette violence, cette suppression traverse les frontières, découle ailleurs. Et c'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Vous avez souligné le rôle donc de vos équipes sur le terrain. Il y a également les journalistes qui voient des choses en général sur le terrain. Vous avez été témoin, vous avez été sans doute de crimes de guerre. Comment en fait, ou même peut-être là, on peut évoquer le cas de notre confrère Frédéric Leclerimoff, qui est mort à la suite d'un bombardement. En tant que journaliste, comment on travaille là-dessus ? Journaliste en tant que photographe, en fait, il y a tout un travail de revenir sur le terrain bien après la vague d'actualité et de prendre le temps après de rencontrer des gens qui n'ont pas eu le temps de parler parce que en fait, l'actualité est très rapide, les lignes de front bougent et donc il y a plein de territoires, par exemple, qui ont été libérés il y a quelques temps, qui n'ont pas été encore couverts. Et donc, notre devoir, c'est d'y aller pour récolter les témoignages. Donc là, il y a par exemple Faustine Vincent du Monde qui a fait un article extraordinaire la semaine dernière dans le nord de l'Ukraine, à quelques heures de Kiev. Et elle raconte l'histoire d'un village où les 300 habitants ont été séquestrés pendant 1 mois dans une cave par les militaires russes sans pouvoir sortir. Il y a eu une dizaine de morts, les cadavres étaient entassés dans le coin de la cave. Et voilà, et ça, c'était des témoignages qu'on n'avait pas entendus. Donc nous, notre devoir, c'est vraiment de ne pas oublier ces territoires, justement, qu'on pourrait oublier. Pareil, il y a eu évidemment les massacres à Boutcha, mais il y a d'autres villes autour qui n'avaient pas été couvertes. Et donc, moi, mon travail, ça a été d'y aller et de raconter, avec Ariane Chemin encore. Voilà. Marie Struthers, c'est un enjeu d'aller très vite après les faits, récolter cette parole? Bonne question. Justement, c'est super complexe. D'une part, vous avez des efforts très braves. En fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Nous, on salue et on accueille cette réponse inédite de la communauté internationale par rapport à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Cour pénale internationale agit de façon inédite, avec une vitesse qu'on n'a pas vue ailleurs. Il y a les Nations Unies qui ont mis sur pied tout de suite une commission indépendante sur l'Ukraine. Il y en a plusieurs autres initiatives. Nous, on dit très bien, et on aimerait aussi que cette générosité, cette rapidité de l'architecture internationale, si vous voulez, de justice, agisse aussi ailleurs. Parce qu'effectivement, et là, je crois que ce monsieur-là, vous l'avez soulevé,
si la communauté internationale est capable d'agir avec une telle rapidité, de façon compréhensive lors de cette situation ici, pourquoi pas ailleurs? Et ça sera vraiment faire avancer l'architecture de la justice internationale si on pouvait transférer ce modèle vers d'autres situations. Donc voilà, ça c'est un grand message. Maintenant, pour revenir à la question, la rapidité, est-ce qu'il faut agir de manière rapide? Oui et non, comme vous venez de dire. D'une part, il faut agir rapidement pour pas que les preuves et les évidences disparaissent. Et là, c'est très compliqué parce que quand vous avez au-delà de 65 000 cas, évidemment, est-ce que vous avez suffisamment d'experts en médico-légal, par exemple? Parce que, exemple, vous examinez une fosse commune. Il y a une centaine de corps. Comment est-ce qu'on peut savoir si chaque victime a été tuée délibérément ou est morte par faute de manque d'accès aux soins médicaux? Mais ça serait, là encore, je reviens au père, ça sera un défi énorme pour n'importe quel pays parce que le nombre de violations étant haut, élevé, et en même temps, et là, la documentation se fait pendant que la guerre fait rage. Mais nous, ce qu'on prône aussi, c'est que et les voix et les droits des victimes soient au centre, au cœur de tous les efforts de justice. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment écouter les victimes pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'ils ont accès à une représentation juridique? Est-ce qu'eux, ils ont le droit de fournir des preuves au procès? Est-ce qu'eux, ils savent tous les paramètres de ces procès? Et est-ce qu'eux, vraiment, ils vont recevoir une compensation, une réparation? Et un dernier point, et ça, c'est archi complexe. Je n'ai pas de réponse et je voudrais savoir si quelqu'un dans la salle a la réponse. On a une architecture internationale de la justice très avancée, compréhensive, mais qui agit de façon très lente. Très lente. Ça prend des décennies. Et non seulement c'est lent, mais en fin de compte, le nombre de personnes qui soient traduites en justice est très peu. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment rendre justice et réparation et compensation à ces millions d'Ukrainiens qui méritent cette justice? Ça, c'est un paradoxe. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que là, c'est un point tournant que l'a dit. On n'est plus, ce n'est plus le même système de politique internationale maintenant, et après la guerre, et aussi par rapport à l'architecture de la justice internationale. Justement, quelles sont les options? Est-ce que la CPI peut entrer en scène? Quelles autres disons, formules peuvent exister pour juger l'ampleur de ces crimes? On imagine que la justice ukrainienne, le système judiciaire ukrainien tout seul ne parviendra pas. Là, je répète, ça sera un défi énorme pour n'importe quel pays. Et donc, je pense en premier lieu, il faut renforcer le système judiciaire ukrainien le plus possible. Il faut appuyer, soutenir les ONG qui sont spécialisées dans la question le plus fortement possible. Là encore, on applaudit les efforts de la Cour pénale internationale qui agit de façon si vite. Mais là, si on parle de tribunal spécial sur le crime d'agression, c'est sûr, c'est clair, c'est important. On ne prend pas de position claire là-dessus pour le moment. Pourquoi? Parce que personne n'a mis ses vraies cartes sur la table par rapport à cet éventuel tribunal. Ça veut dire comment est-ce que ça va opérer et est-ce que ce tribunal ou d'autres mécanismes offrent ou peuvent offrir, c'est la base de toute justice, des procès équitables, efficaces et impartiaux. Est-ce que vous voulez dire par là que disons, la problématique, l'enjeu est pollué par le politique, tout simplement? On ne sait pas comment les États vont...
Si, parce qu'en fin de compte, pour nous, en tout cas, comme principe, il faut que tout procès soit basé sur le principe d'un procès, je me répète, équitable, transparent et efficace. Il faut que les investigations le soient aussi. Et là, je répète, ça sera un défi pour n'importe quel pays d'assurer de tels processus pour un tel nombre de cas de violation. Mais évidemment, la politique entre dedans aussi. Là, sans entrer dedans, je répète, la base, c'est des procès, que les victimes aient accès à des procès équitables et transparents et indépendants. Il y a des procès déjà sur place en Ukraine. Comment ça se passe? On a pu critiquer la qualité du système judiciaire ukrainien jusqu'à ces récentes années. Si vous avez assisté à certains procès, comment ça se passe? Écoutez, je répète, ça sera un défi pour n'importe quel pays. Il y a eu pas beaucoup de procès, si je comprends, qui ont eu lieu, mais je sais qu'il y a des efforts louables, surtout menés par les ONG, sur le terrain. Je sais qu'il y a des investigateurs internationaux aussi sur le terrain. Et moi, j'applaudis les efforts ukrainiens et on fait appel à la communauté internationale qui donne le soutien nécessaire. Mais je pense, je vais aussi faire référence à ce que Vladimir a mentionné, ces efforts louables de lutter contre la corruption. Exactement au moment de guerre, et au sein du gouvernement et au sein de l'armée. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts louables qui se font en ce moment. Et à ce propos, est-ce que on juge les crimes potentiels commis par la partie ukrainienne? Est-ce que il y a des signes visibles de ça aussi? Nous, en tant qu'organisation, évidemment, on essaie de couvrir les violations commises par toutes les parties, mais c'est clair, la Russie a commis le crime d'agression en traversant les frontières de l'Ukraine, et c'est très clair aussi. Et c'est non seulement Amnesty International, mais la grande majorité des journalistes et d'autres organisations qui travaillent sur les droits de la personne, qui ont documenté des violations systématiques de la part des forces russes. Donc, la réponse à votre question est oui, mais je pense que c'est clair à tout le monde. Ce que fait les forces russes aujourd'hui en Ukraine. Vous avez parlé de la nécessité de soutenir finalement le système judiciaire ukrainien qui doit juger et enquêter en temps de guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça fait du bien. Qui soutient, y compris financièrement et techniquement aujourd'hui? Qui soutient l'Union européenne? Enfin, d'où vient le soutien actuellement au système judiciaire? Alors, écoutez, il y a des offres et de la part de l'Union européenne. Il y a le Conseil de l'Europe qui offre aussi un soutien très important de quelques milliards d'euros sur 3 ans. Il y a cette commission que j'ai mentionnée, indépendante des Nations Unies. Mais écoutez, Abla, tout ne peut pas se faire dans 5 minutes. Donc voilà, tout ça se déroule dans le temps et ça va prendre des années, sinon des décennies. Mais là, on fait appel à que tous ces efforts louables, ces efforts de justice, essaient de se coordonner pour pas qu'il y ait de la duplication, répétition, etc., etc. Mais là, je ne suis pas naïve. Tout se déroule pendant que la guerre fait rage, alors c'est difficile. Question toute simple, je reste debout. Pensez-vous que Vladimir Poutine sera un jour jugé? Excellente question. Il faut jamais perdre l'espoir. Tout est possible. Et là, il y a un point que j'ai encore pas mentionné. Et je pense que ceux dans la salle ou qui sont en ligne, qui suivent le parcours de la Russie depuis un moment, savent que n'importe quoi peut se produire en Russie. C'est un peu l'histoire ou l'historique de la Russie, les grandes surprises ou les grandes catastrophes.
physiquement, je crois, ça sera assez difficile de traîner M. Poutine devant un cours actuel. Mais si jamais il se trouve à l'extérieur de son pays, dans un pays qui a déjà qui est signataire de trucs, comment ça s'appelle, aidez-moi. Bon, voilà, le traité de Rome, ils seront obligés de lancer un procès dans ce pays-là. Et là, on n'a jamais cru que M. Milosevic était pour être traduit en justice, mais en fin de compte, il y a eu un certain processus politique qui s'est déroulé. Bon. Qui savait, on pourrait dire. Merci beaucoup. On va en finir avec cette note ouverte sur un avenir hypothétique de justice. Merci beaucoup, Marie Struthers, de nous avoir un peu exposé, certes assez brièvement, mais quand même, je trouve, de manière complète, l'état de la justice en marche en Ukraine en temps de guerre. Je vous propose de passer à la phase des questions-réponses. Je vais rappeler notre ami Vladimir Kazanevski. Marie, est-ce que vous pouvez vous mettre là? Et oui, vous l'avez dit, on nous suit également en ligne et le public de chez lui peut aussi intervenir ou en tout cas continuer de suivre la phase questions-réponses. Qui a des questions? Monsieur? Oui, bonsoir. Vladimir Vazak, journaliste à Arte. Ma question est peut-être en particulier pour mon collègue Guillaume Herbeau. Je suis comme vous, je partage ce sentiment qu'on a été obligé et on doit choisir notre camp parce qu'il y a des valeurs qui sont en jeu. Il n'empêche que ce qui m'inquiète aujourd'hui, alors j'en souffre personnellement parce que j'ai plus le visa pour aller en Russie, que je l'avais, et maintenant il est refusé depuis le mois de janvier. Là, il n'y a plus de possibilité d'aller en Russie. Il y a quelques médias qui sont encore là-bas en Russie, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, on ne parle plus assez de la Russie? Et c'est exactement ce que veut Vladimir Poutine. Oui, c'est une bonne question. Bon, après, il y a des correspondants qui sont encore là, qui sont encore sur le terrain. Et oui, il y en a peu. Et l'accès en Russie à l'information, elle est hyper compliquée. Là, il y a quelques photographes qui ont été, après l'invasion de Mariupol, du côté russe pour photographier les ruines de Mariupol et l'avancée, enfin la présence des soldats russes et tchétchènes dans Mariupol. Et on sent bien dans les images que tout est contrôlé, tout est hyper encadré. Et donc la complexité, c'est de se dire, mais comment on continue à raconter dans ce contexte où tout est encore plus contrôlé, comment on peut raconter quelque chose d'indépendant. Mais c'est vrai que c'est un problème. Mais moi, je me souviens encore, il y a peu de temps, quand il y avait la guerre dans le Donbass, sans l'invasion, comme on l'a connue en 2022, certains nous disaient, vous n'allez jamais du côté pro-russe. Mais on était interdit d'y aller. Moi, je ne pouvais plus y aller, on était blacklistés et tout, et les pro-russes contrôlaient les médias les plus importants pour les empêcher de rentrer dans leur territoire, enfin dans les territoires occupés. Donc, je ne sais pas quoi dire, c'est vrai que c'est un problème, mais je pense qu'il y a des correspondants qui continuent à faire un travail extraordinaire, mais je crois qu'ils sont une dizaine maximum. Ouais. Merci. C'est une question très, très importante. Évidemment, on ne pourra jamais comparer les violations qui se passent en Russie ou en Biélorussie avec ce que souffre le peuple ukrainien. J'y vais même pas là. Mais c'est vrai. L'attention portée à la Russie est minime, à mon avis. Nos bureaux ont été fermés par le ministère de la Justice en avril de l'année passée. Ce qui existe encore, évidemment, il y a des médias à l'intérieur de la Russie, mais il y a d'importantes médias indépendantes à l'extérieur. Mais même à l'extérieur, ils sont reprimés. Je ne sais pas, vous avez entendu le cas de Medusa, qui est en Latvie, qui était nommée organisation non désirable. Ça veut dire que n'importe qui à l'intérieur de la Russie qui fait un post, qui fait un tweet avec une ligne d'information de cette média-là
pourrait être traduit en prison, aussi simple que ça. Mais je pense que le point majeur, c'est qu'il faut soutenir tous les efforts pour recueillir les informations sur ce qui vraiment se passe en Russie, mais aussi par rapport à ce que j'ai dit avant, parce que sinon ça s'oublie. Les gens ne savent pas et les gens croient ce qu'ils voient à la télévision. Je crois que bonsoir, Fleur Debord, je suis journaliste pour la chronique notamment. C'est un peu dans la continuité de cette question. Il y a une zone dont on ne parle pas, où il n'y a aucune information qui sort, c'est la Crimée. Je ne sais pas si l'un de vous sait ce qui se passe en Crimée. Voilà, on n'entend plus les Tatars de Crimée, on n'entend plus Djemilev, moi, je n'ai pas vu des infos. En fait, je ne sais pas ce qui se passe. Ça va être, en plus, la Crimée va être un enjeu diplomatique dans les négociations de paix, j'imagine. Voilà, est-ce que vous avez des informations sur la Crimée? Але ми в Україні маємо багато інформації. En Ukraine, nous avons beaucoup d'informations. Тому що є багато кореспондентів кримських, котрі доносять до України всі свої спостереження. Parce qu'il y a beaucoup de correspondants en Crimée qui sont criméens et qui rapportent ce qu'ils constatent. Наприклад, кримські татари, вони часто репресуються, їх звинувачують у всяких злочинах, видуманих злочинах. Par exemple, les Tatars de Crimée sont vraiment sous le coup des répressions. On les accuse de crimes imaginaires. Ті громадяни, котрі були українцями і хотіли повернутися до України, вони повернулися. Les personnes qui étaient de nationalité ukrainienne et qui voulaient rester, garder cette nationalité, ils sont revenus. Але їх місця зразу ж зайняли росіяни, котрих привезли спеціально, щоб заселяти Крим. Et lorsque ces Ukrainiens sont partis, ont quitté la Crimée, il y a eu des Russes qui ont été envoyés en Crimée et qui ont pris leur place, qui ont pris leur maison. Судова система в Криму, як і російська, вона дуже упереджена. Le système judiciaire en Crimée, tout comme le système judiciaire russe, est un système arbitraire. Зараз в Криму навіть як безладдя і бандитизм, і це нам повідомляють весь час напряму кореспонденти з Криму. Et les correspondants de Crimée ne font état de beaucoup de cas de banditisme et vraiment de chaos qui règne là-bas. Але зараз, у цей час, коли почались бомбардування воєнних об'єктів Криму, багато сепаратистів почали втікати з Криму. Mais depuis qu'il y a eu des bombardements des sites militaires en Crimée, il y a beaucoup de séparatistes russes qui ont quitté la presqu'île. І вони починають зараз готуватись до оборони Криму і риють окопи, бліндажі, вистраюють оборонні споруди. Et de l'autre côté, ils se préparent aussi pour défendre la Crimée. Ils creusent les tranchées, ils construisent des abris et ils mettent des installations de défense. Ніякого туризму в Криму більше не існує. Тобто татарське населення все менше і менше. Donc, il n'y a plus d'activité touristique en Crimée et la population tatare devient de moins en moins importante. Але після перемоги України, і коли Крим
буде звільнено, туди повернуться всі татари, які тільки зможуть це зробити. Mais dès que l'Ukraine sera libre et dès que la Crimée sera libérée des occupants, tous les Tatars pourront revenir en Crimée dès que ce serait possible. Дякую. Effectivement, la Crimée, c'est une zone évidemment inaccessible aux observateurs indépendants, aux journalistes, pour des raisons évidentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non. Si. Oui, bonsoir. Oui, j'avais une question et ça concerne justement la constitution des dossiers pour la Cour pénale internationale, parce que en fait, on voit dans ce conflit qu'il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été diffusés par les médias, et de ce que j'ai compris, une fois que ces témoignages sont diffusés par les médias, ils ne peuvent plus être utilisés pour des dossiers qui vont être présentés à la Cour pénale internationale. C'est pas le cas? Je ne pense pas que c'est aussi en blanc et noir que cela. Quand j'ai dit que l'architecture internationale de la justice est complexe, compréhensive et lourde, c'est parce que, entre autres, ces investigateurs liés à la Cour pénale internationale prennent des journées et des journées et des journées à mener des investigations. Et ils peuvent investiguer un truc qui est couvert par les médias, mais ils ne vont pas se fier à cette entrevue qui a apparu dans les médias. Ils vont se fier aux interviews menées par leurs propres investigateurs. Même nos interviews, on fait des rencontres aussi avec les procureurs de la Cour pénale internationale, mais il ne suffit pas d'une source ou d'une autre, il suffit vraiment des investigations qui se font sur place. Mais je crois que ce que vous avez lu ou entendu, c'est qu'on ne peut pas se fier qu'à une source médiatique. Voilà. Pardon, la problématique de tout cela, c'est la mémoire, non? Parce que le plus que le temps passe, le plus que la mémoire individuelle crée l'histoire, crée ce qui s'est passé. Regardez vos propres vies. Comment vous avez vécu un incident hier, vous la racontez d'une façon hier et d'autre façon aujourd'hui. C'est un peu la nature humaine aussi. Donc, c'est pour cela qu'ils mettent des journées et des journées pour corroborer, vérifier, questionner de nouveau, etc., etc. Merci. Finalement, Parfait. Oui, Christian Castagna, je travaille au Sénat et je suis ancien enquêteur au TPI sur la Yougoslavie. Simplement sur le point média, vous avez actuellement énormément d'images qui viennent de sources russes qui prouvent par A plus B la réalité des crimes qui sont commis. Quand vous avez Poutine qui discute avec sa commissaire aux droits de l'enfant sur la question de l'adoption des enfants, ce sont des images qui sont émises par la télévision officielle russe, qui ne peuvent pas être contestées par la partie russe au cas où elle se retrouverait devant un tribunal. Merci. En effet. Merci beaucoup. D'autres questions ou commentaires? Très bien. Ben, on va en conclure donc cette table ronde. Merci beaucoup, Marie Struthers, directrice régionale pour Amnesty International. Merci, Guillaume Herbeau, photographe de l'agence Vue. Merci beaucoup, Vladimir Kazalevski, témoin, encore une fois, privilégié de à la fois l'histoire ukrainienne et de cette année très, très dure passée. Merci beaucoup.